Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des avantages salariaux à la carte et en digital. On fera le point avec Boris Jotreau, il est le CEO de Mai, comme le mois de mai où on fait ce qu'il nous plaît, qui est une application de regroupement des avantages salariaux. Il va tout nous expliquer dans un instant. Smart Philo, c'est la saison du ski sans neige et on va en parler. On va prendre un peu de hauteur d'ailleurs avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On prendra de la hauteur. Qu'est-ce que cela veut dire justement prendre de la hauteur? Le cercle RH, aujourd'hui, c'est un grand entretien avec l'ancien patron du GIGN. Comment réussir sa reconversion? Parce qu'il a quitté l'espace militaire pour créer sa société Obvious, une société de technologie. Il nous en parlera dans ce grand entretien. Et puis fenêtre sur l'emploi, se mettre au service des TPE, PME, qui est un business porteur. Comment proposer des services justement à ces petites entreprises? On en parlera avec Fabien Mawas. Il est cofondateur de Users Love It, dit Youlit. Ce sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des avantages salariaux à la carte et en digital et on en parle avec Boris Jotreau. Bonjour Boris, vous êtes le fondateur de Mai, comme le mois de mai. On va revenir évidemment sur cette application de regroupement des avantages salariaux. D'abord, juste pour comprendre la constitution de cette start-up, parce que c'est une fintech, c'est l'émanation du groupe Up, qui à l'origine fait des tickets restaurants. Exactement. En fait, à la base, c'est un projet d'intrapreneuriat qui s'est créé au sein de Up. Génial. Et puis, on a exfiltré finalement ce concept pour en faire une boîte en tant que telle, une start-up, une fintech avec une technologie qui est très différente de la technologie du groupe Up sur les cartes. Et donc, on a créé cette start-up pour cette raison-là, pour en faire une nouvelle fintech sur le marché des avantages salariés. On va parler de l'aspect digital, qui permet évidemment de tout dématérialiser, mais commençons d'abord par l'aspect à la carte. Le salarié, il a pas mal d'avantages qui lui sont proposés dans l'entreprise, et en général, il pioche, puis il se débrouille un peu avec ses cartes, avec ses chèques. Là, vous dites, le concept, c'est on rassemble tout sur une application, et il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Complètement. On est d'accord? Exactement. La première chose, c'est que à la base, le salarié ne pioche pas. C'est-à-dire que l'entreprise décide qu'il a 100 euros de cadeaux, 100 euros de culture, il n'a pas le choix. Là, pour la première fois, en fait, l'entreprise va donner un budget global et le salarié va pouvoir choisir les avantages qui lui conviennent. Chaque salarié est différent. Et donc, chaque salarié va avoir des besoins et des envies différentes. J'ai un enfant, j'ai pas d'enfant. Exactement. Tous ces sujets sont posés. Je vais à la crèche, pas à la crèche. D'abord, la petite révolution, on va revenir évidemment sur le caractère digital, qui est quand même un outil assez incroyable. Mais c'est une petite révolution pour les DRH, là, quand vous parlez de ça, parce que l'entreprise a plutôt la facilité de dire on vous impose 100 euros pour ça, point barre. Ça oblige une petite transformation quand même. En fait, à la base, les entreprises souhaitaient donner de la liberté aux salariés, mais la technologie ne le permettait pas. Et là, pour la première fois, en fait, c'est la technologie qui permet de donner cette liberté. Puis c'est également une exigence qu'a apporté la période post-Covid et puis les nouvelles générations, une exigence de liberté qui fait que les entreprises vont dans cette direction. Alors, il y a aussi un argument pouvoir d'achat qui est assez intéressant avec l'inflation. Vous dites finalement c'est un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Comment ça marche? Comment vous l'expliquez ça? Complètement. En fait, tous les avantages salariés ont été basés à la base sur des choses qui étaient souvent des choses de première nécessité. On a un soutien sur les dépenses alimentaires avec le titre restaurant. On a un soutien sur les dépenses énergétiques avec la partie télétravail. Exact. On a un soutien de la partie 200 euros, hein, c'est ça, hein? Sur la partie télétravail. Ouais, télétravail. C'est aux frais réels. C'est aux frais réels. Ça peut être beaucoup plus que 200 euros. D'accord. On a un soutien sur le transport avec le forfait mobilité durable. Donc, tous les avantages aux salariés ont été à la base donnés par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des exonérations fiscales qui sont données par l'État pour pouvoir aider et soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Côté entreprise, on voit l'avantage parce qu'elle se déleste finalement d'une gestion administrative, elle donne ce budget. Côté salarié, ceux qui bénéficient, parce qu'ils ont une entreprise qu'on choisit, mais
C'est quoi l'avantage pour eux? L'avantage, c'est qu'ils vont avoir justement beaucoup plus de pouvoir d'achat, parce que c'est de l'argent où l'entreprise ne paye pas de charges sociales, et donc va être capable aussi d'être beaucoup plus généreuse auprès de ses salariés. Les salariés ne payent pas d'impôts également. Donc c'est du pouvoir d'achat qui est donné directement aux salariés sur des choses qui sont essentielles. Boris, qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'obligation, l'entreprise ne vient pas vérifier derrière si l'argent a été ventilé sur de la crèche ou... on est d'accord. Voilà, ça, c'est nous qui le... C'est le salarié qui décide. Donc, s'il veut derrière faire ses courses avec, il peut. Il peut faire ses courses avec dans les règles qui sont décrites dans la loi, qui sont proposées par les URSSAF. Donc, dans toutes les règles avec les plafonds à respecter sont nativement, on va dire, respectées dans la solution MEI, puisqu'elles sont codées en fait dans la plateforme. Ça veut dire que la plateforme MEI s'implémente sur l'entreprise, sur le site de l'entreprise, parce que c'est un algorithme qui va... On est d'accord? Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. L'entreprise, elle, va définir le montant de sa cagnotte globale par salarié. Voilà, ça c'est la base. Ça c'est la base. Ensuite, nous, on va fournir une plateforme à la fois à l'entreprise et une application au salarié. Le salarié va télécharger l'application, il va synchroniser son compte en banque. Et ensuite, à chaque fois qu'il va aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, nous, on va détecter la dépense et on va regarder si elle est éligible à un dispositif d'exonération fiscale. Donc très concrètement, il n'aura plus qu'à sortir sa carte bleue. Exactement. On est d'accord. Exactement. À condition qu'il ne dépasse pas, alors je crois que le forfait a changé pour le repas, mais c'est quoi? Le plafond, c'est 25 euros par jour pour le repas. Voilà. Il y a des plafonds entre 700 et 800 euros pour la partie mobilité, à 2265 euros pour la partie service à la personne. Donc il y a des plafonds sur chaque avantage, et la grande valeur de MEI, c'est que les entreprises n'ont pas du tout à s'occuper de ça, c'est MEI qui s'occupe de la règle de réglementation de tous ces avantages. Donc, si je prends un repas à 27 euros, la carte, elle bloque, ma carte bleue bloque. La carte bleue ne bloque pas. Par contre, on va rembourser que 25 euros. D'accord, donc on pourra payer son repas, Exactement. mais simplement derrière, le remboursement se fera à la hauteur des règles édictées par l'État. Je reviens à Up, c'est intéressant parce que on était parti des tickets restaurants qu'on a tous eu quand on a vécu dans les entreprises. On arrachait les tickets puis on les comptait. Ensuite, il y a eu la carte. Là, vous inventez le concept où tout en un, il n'y a plus qu'une seule carte. Parce qu'avant, on avait la carte repas qu'on donnait. C'est ça l'idée, c'est de réduire au maximum le nombre de cartes aussi. Exactement, en fait. C'est écologique comme votre t-shirt. C'est écologique exactement comme mon pull. Et c'est également une très très grande simplification de l'expérience utilisateur. Puisqu'en fait, vous téléchargez l'application MEI, vous synchronisez votre compte et après, vous n'avez plus rien à faire. Littéralement, plus rien à faire. Vous faites votre vie. Et nous, on va aller détecter les choses qui sont remboursables en fonction des règles données par l'État. On a dit le télétravail, donc c'est au réel. L'entreprise peut rembourser sur la base du réel ou sur un forfait, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords sur le forfait. Ça, c'est pris en charge aussi. Exactement. Vous avez intégré ce forfait qui va arriver sur le compte du salarié, on est d'accord? Exactement. Pour la crèche, avant de nous quitter, ça marche comment là dans ce cas-là? Pareil, on va payer sa crèche, soit par virement ou soit par carte, et nous on va repérer cette dépense et on va le rembourser. C'est aussi simple que ça. Donc c'est quand même une petite révolution réelle dans le monde finalement de tous les avantages salariaux qui sont souvent un peu un maquis même pour les salariés. Hein. Exactement, c'est même une grande révolution. C'est une révolution, parce que je me suis laissé dire qu'on n'utilisait pas tout, tellement on avait de l'avantages dans certaines boîtes. On ne sait même pas ce dont on bénéficie. Exactement, il y a 10% d'entreprises entre 10 et 20% des entreprises qui utilisent l'avantage aux salariés en France, c'est très peu. Et il y a énormément d'avantages qui ne sont pas utilisés par les salariés, parce que juste c'est complexe, on doit aller à la permanence de son CSE, etc. Là, juste, on télécharge son application, on synchronise son compte. Et on voit, et sur l'appli, on a l'ensemble des services proposés. On a l'ensemble de ces services, et on voit automatiquement ces dépenses qui sont remboursées sur le compte. C'est un très bel outil. Combien de salariés chez MEI là pour l'instant? Une trentaine. Et j'ai le sentiment que ça va continuer à... Ah oui, complètement. Ouais. Parce que là, vous êtes obligé, évidemment... cette année, Vous doublez cette année. Ouais. 2023, vous doublez les effectifs. Ouais. Donc allez donc jeter un œil peut-être sur l'onglet recrutement chez MEI. Vous cherchez quoi aujourd'hui là, avant de nous quitter? Principaux des sales et puis des techs. Des techs, évidemment. La tech, elle est incontournable. Vous êtes une fintech, mais l'émanation d'un entrepreneuriat issu de chez Up avec la directrice de l'innovation et du marketing de chez Up. Exactement, Sylvie Nourry. Merci Boris Jotreau d'être venu nous rendre visite. Sur votre t-shirt, c'est Because there is not planet B
On n'a donc qu'une seule planète, la planète A, qu'il faut préserver. C'est ça qui est écrit sur votre t-shirt. Exactement. En creux. Merci de nous avoir rendu visite. Mais, qui est une fintech, une application qui vous facilite la vie. On tourne une page, on va prendre un peu de hauteur. Tiens, on va parler montagne. C'est vrai que la neige a un peu manqué cet hiver. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre de la hauteur? Eh bien, on va en parler justement dans Smart Philo avec un philosophe. Smart Philo, pour prendre un peu de hauteur, c'est le cas de le dire, et on va en parler avec Xavier Pavie aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Tous mes vœux. De bonheur et de réussite. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On prend de la hauteur, c'est une très belle idée. On va prendre de bonnes résolutions. Et je voudrais quand même citer ce livre, Nouvelles mythologies alpines. Vous qui aimez la montagne, je le sais, et qui faites de la haute montagne, 44 réflexions sur les hauteurs. François Damilano, qui est un guide. Absolument. Qui a réuni un beau parterre, dont vous, Xavier, mais parmi lesquels Bruckner, François Molins, bref, quelques personnalités de premier plan. Et vous avez écrit, vous, donc, un des 44 textes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'esprit spirituel? Qu'est-ce que vous avez raconté, sans spoiler le livre? C'est quoi, là? Quand on pense à Plume et qu'on vous dit, parle-nous de la montagne et de la hauteur. C'est le regard d'en haut. Le regard d'en haut, comme vous l'avez dit, je suis aussi philosophe, et l'idée est de prendre le regard d'en haut parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Lucien, et il avait écrit un livre qui est le voyage Icaroménipe, ou le voyage dans les nuages, et il avait cherché à prendre de la hauteur. Alors concrètement, il a fait en sorte que son personnage puisse avoir des ailes, une aile de vautour, une aile d'aigle. Il s'envole vers la lune et il voit la perspective d'en haut. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un regard d'en haut vis-à-vis du monde? C'est quoi? C'est la hauteur qui est importante. Alors je parle aussi aux montagnards, parce que ça fait écho aux montagnards, parce que c'est un guide qui l'écrit. C'est quoi le kiff, pour faire un mot de John, quand on fait de la montagne? C'est la hauteur? C'est le sommet? C'est quoi? C'est le changement de perspective. Et le changement de perspective, il est naturel dès lors qu'on prend de la hauteur. Il y a Élisée Reclus qui disait « Un piéton qui marche va devenir une personnalité responsable ». Ça veut dire qu'on va chercher une sorte de responsabilité vis-à-vis de ce qui est important ou pas important. Ce qui va causer parfois des petites querelles entre des voisins, qui peut être parfois des plus grandes guerres. Quand on prend de la hauteur, eh bien, on voit les choses de manière très différente. Et nos petits problèmes, nos petites quotidiennetés un peu désagréables, un peu banales finalement, avec la hauteur, deviennent complètement insignifiantes. D'où l'expression qui est rentrée dans le langage courant. Écoutez, prenons un peu de hauteur. Absolument. Parce qu'on essaie justement de s'extraire d'un conflit parfois qui arrive. Qui rien ou nos petits mots. Oui. Est-ce que le regard d'en haut est quelque chose qui pourrait être utile finalement en entreprise et dans les organisations? Oui, il peut l'être. Vous savez, prendre le regard d'en haut, il y a aussi Baudelaire qui permet de s'élever. Dans son célèbre poème Élévation, il va dire qu'on va changer d'air en s'élevant. Eh bien ça, pour les organisations, c'est intéressant. Comment prendre de la hauteur? Et on peut même se demander, Arnaud, si les entreprises, parfois, manquent un peu de prise de hauteur. Vous savez, on regarde tous le prochain trimestre, on regarde tous les prochains résultats, c'est que du court terme. En fait, nous avons besoin évidemment de regarder à plus long terme. Regarder à plus long terme, on s'élève avec Baudelaire, on devient responsable avec Élisée Reclus. Les entreprises à mission, par exemple, je pense à Danone, à Maïf, par exemple, à Camif, Yves Rocher, ces entreprises-là prennent de la hauteur et ne regardent pas que leur quotidien. C'est quoi leur rôle sociétal? Mais vous associez la hauteur avec le temps, la notion de temps et de patience, parce que là, il y a de l'immédiateté, on est dans les chiffres, et hauteur, c'est aussi le temps et la patience. Parce que la hauteur va nous donner un temps différent. Lorsque vous prenez... Vous savez, on dit que l'altitude détermine l'attitude. L'altitude détermine l'attitude. Eh bien, c'est l'attitude vis-à-vis du temps. Le temps n'est plus le même lorsque vous prenez de l'altitude. Pour terminer, et je vous invite à lire ce livre de François Damilano, qui est un livre collectif où chacun y a mis son cœur, son énergie, son amour aussi, et son regard de la montagne. Vous allez commencer un séminaire au Collège international de philosophie. Il sera aussi question de regard d'en haut. J'imagine que vous allez l'introduire, ça. Ce ne sera que le regard d'en haut. À propos de l'innovation, ce sera comment regarder la question de société, les questions de société, les questions des citoyens, les questions des clients, les questions de notre écosystème à tous. Et pour ça, on a besoin de prendre de hauteur. Qu'on soit en entreprise, que l'on soit philosophe, que l'on soit professeur, que l'on soit journaliste, ça nous aide toujours à regarder le monde. Avant de nous quitter, prendre de la hauteur, c'est quoi? C'est faire aussi, vous dites prendre de l'altitude, c'est-à-dire changer de perspective. On dit aussi parfois faire un pas de côté. C'est aussi une manière de changer d'angle. C'est ça aussi, prendre de la hauteur d'une certaine manière? Alors, c'est changer de perspective, pour sûr.
Par contre, le fait de prendre de la hauteur fait que l'on s'extrait du monde, on le suspend, ce qui n'est pas forcément le cas avec le pas de côté. Et donc la suspension par l'altitude va effectivement donner une perspective qui est différente, mais qui va nous suspendre et qui ne va pas être dans le quotidien. Donc, quand vous faites de la montagne, pour parler de vous une seconde, et que vous redescendez, vous êtes un autre homme à chaque fois, régénéré. Absolument. C'est bien ça la philosophie de la montagne. Je suis un touriste d'altitude, mais qui passe du piéton à être quelqu'un d'autre l'espace d'un instant, et j'essaie de ramener dans mon quotidien ce que j'ai pu vivre en hauteur. C'est formidable. Belle aventure. Et l'aventure, elle est dans ce livre, Nouvelles mythologies alpines, dans lequel vous êtes un des auteurs parmi les 44 personnalités du monde de l'entreprise, de la philosophie. Merci en tout cas d'être venu. Puis je vous invite, tiens, en ce début d'année, pour parler montagne, L'île haute de Valentine Gobi chez Actes Sud, la rencontre d'un jeune enfant pendant la guerre 39-45 qui va découvrir, lui qui est parisien, la beauté inimaginable de la montagne en hiver et en été, pour clore cette page littéraire. Merci Xavier de nous avoir rendu visite, et à très très bientôt, évidemment, peut-être au plancher des vaches, sur le plancher des vaches cette fois-ci. Absolument. Merci Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait une courte pause, et c'est un grand entretien qui nous attend avec l'ancien patron du GIGN, et évidemment tout le monde connaît le GIGN. On va parler à la fois de son parcours au sein du GIGN, et puis aussi de sa reconversion, parce qu'il dirige aujourd'hui une entreprise Obvious, une entreprise de technologie, et il va nous raconter à la fois son parcours et cette façon de changer de vie. On fait le point avec lui, ça sera un grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec Thierry Oroscoe. Bonjour Thierry. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Ancien cadre, ancien patron du GIGN, je peux dire patron du GIGN, de 2011 à août 2014. Vous avez fait 15 ans de votre carrière, une grande partie de votre carrière en tout cas au GIGN. Vous avez démarré lieutenant, c'est ça, au GIGN ? Tout à fait. J'ai commencé à apprendre le métier du GIGN en tant que jeune lieutenant. Puis après, je suis parti en gendarmerie classique, puis je suis revenu, puis je suis reparti, puis je suis revenu. Je voudrais présenter ce livre, c'est intéressant parce qu'on a reçu un ancien cadre aussi du RAID qui est venu nous raconter sa vie, son parcours, et il n'est pas dans votre étape de reconversion puisqu'il vient d'en sortir, donc j'imagine qu'il réfléchit, lui, à la manière dont il va se reconvertir. GIGN RAID, édition Mareuil Édition, Thierry Oroscoe et Jean-Michel Fauvert qui lui a dirigé le RAID, et rappelons-le, qui par ailleurs a été député, et qui a fait un mandat de député, un livre passionnant. Concrètement, commençons par le GIGN, sur les valeurs, parce que vous avez dirigé cette belle institution. C'est quoi les valeurs du GIGN ? Qu'est-ce qu'elles portent ? Alors, je pense qu'il y a deux valeurs fondamentales. La première, dans sa devise, c'est s'engager pour la vie. C'est-à-dire que les gens du GIGN interviennent quand les autres sont en difficulté ou dans l'impossibilité de résoudre une crise. Et là, généralement, ce sont des vies qui sont en danger. Donc ça, c'est le sens de la mission, et ce sens de la mission va transcender les gens et les rendre encore plus forts. La deuxième chose, c'est le mot confiance. C'est un mot essentiel au GIGN, parce que c'est à partir de la confiance qu'on construit le collectif, à partir de la confiance qu'on va avancer, et surtout la confiance qu'on va irradier, et qui va faire que les gens qui font appel au GIGN sont un peu rassurés, parce qu'ils sont dans une position difficile, de voir des gens qui sont confiants et qui émanent de la confiance. Oui, et ayant fait du terrain, quand on voit arriver le GIGN, effectivement, même quand on est journaliste, on se dit bon, la situation n'est pas forcément sous contrôle, mais en tout cas, elle va être cadrée. Quels sont vos souvenirs ? Qu'est-ce que vous gardez de tout cela ? Parce qu'on va parler de votre reconversion, d'Obvious Technologies, du fait que vous dirigez aujourd'hui une entreprise qui marche très bien, et que ce n'est pas toujours d'ailleurs facile de se reconvertir, malgré tout. Qu'est-ce que vous gardez, vous, en souvenir, dans votre boîte à secrets, dans votre boîte à souvenirs du GIGN ? Alors d'abord, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Dans les liens avec les hommes ? Les liens avec les hommes, je crois qu'on ne les retrouve que dans des situations, on le crée parce qu'on rencontre des situations de crise. On a une formation qui est très dure, et c'est dans l'effort qu'on va souder les gens, et puis dans l'idée qu'on vit un peu dans un monde mythique, les trois lettres GIGN. Une bulle un peu, hein ? Fait que, ouais. Oui, un peu une bulle, mais une bulle qui est quand même en relation avec les événements les plus tragiques de la vie. Donc ça donne une dimension, et on a vraiment la sensation de faire le bien. Je crois que
Ça, c'est un des moteurs principaux du GIGN. Un mot, et on va parler de votre conversion, du moment où on bascule, du moment où on y réfléchit, parce que vous y avez forcément pensé pendant que vous étiez en active, et puis après, il faut franchir le pas. Mais concrètement, on découvre aujourd'hui que des entreprises cherchent à recruter des militaires, des gradés ou pas. Elles cherchent à recruter des gendarmes. Pourquoi, selon vous? Vous avez la réponse. Pourquoi ce sont des personnes recherchées? Je pense d'abord que ce sont des gens qui sont attachés à des valeurs. La première des valeurs, je pense, qui est importante dans le monde du privé, c'est que les gens qui ont une formation militaire, comme l'ont les gendarmes, ce sont des gens qui ont le sens de la mission. C'est-à-dire que quand on s'engage dans quelque chose, on est sûr qu'on va aller au bout et on se consacre à la mission. Et en respectant certaines valeurs, des valeurs essentielles que sont la loyauté, le travail en équipe. Et c'est vrai que ce sont des valeurs qui sont recherchées dans le monde civil. Et on imagine que les gens qui sortent du monde militaire ont ces valeurs pour acquises. Et elles sont recherchées, vous confirmez, ce sont des Tout à personnes fait, qui elles sont recherchées. Et en général, notamment quand on sort du GIGN, on trouve assez facilement un emploi dans des structures privées. Pas forcément d'ailleurs uniquement pour faire de la sécurité, il faut le préciser, ce qui est votre cas. Comment vous basculez, vous? Parce que Obvious Technology, c'est un concept assez innovant, on va en parler. À quel moment vous êtes, c'est le cas de le dire, connecté à cette question? À quel moment vous dites la technologie, ça va devenir, c'est une arme incontournable pour lutter contre le crime, et on le voit aujourd'hui avec les drones en Ukraine, c'est une arme essentielle. À quel moment vous y pensez? Alors, la première chose, c'est, pendant que j'étais au GIGN, on avait déjà de nombreux capteurs qui nous donnaient de la donnée. Moi, je ne suis pas du tout scientifique de formation. Je suis littéraire de formation. Vous avez fait Saint-Cyr, Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et donc, étant plutôt littéraire de formation, je ne voulais pas avoir à apprendre une technologie qui soit compliquée au moment où la situation que je gère est déjà compliquée. Donc, j'avais un besoin, et à l'époque, la technologie n'était pas prête pour résoudre cette équation. Donc, vous sentez qu'il va se passer quelque chose, que la technologie va évoluer, et à ce moment-là, vous dites, vous avez un doc de lettres, vous êtes si rare, donc assez éloigné finalement, vous n'êtes pas ingénieur tech. À quel moment vous dites, je pense que c'est la bonne piste, je vais créer une entreprise? Il y a un moment donné où vous en parlez, vous échangez, vous en parlez à vos proches, peut-être votre femme, vos amis. Comment ça se passe? Parce que c'est pas si simple finalement de basculer. Alors, la première chose déjà, c'est sortir du GIGN. Alors, quand je suis au GIGN, je me dis, je vis une vie exaltante et passionnante. Bah oui. Est-ce que quand je quitterai le GIGN pour continuer en gendarmerie, puisqu'on m'a proposé d'autres postes en gendarmerie, j'y trouverai le même plaisir et j'aurai les mêmes sensations et l'envie? Ça, c'est angoissant. C'est pas angoissant. On se pose la question. Certains trouvent qu'ils vont continuer dans des fonctions qui les satisfont. Moi, je me suis dit, je voudrais continuer à apporter quelque chose, à créer, à rester dans le cœur de l'opérationnel. J'aime bien être l'acteur de mon destin, et donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir dans le monde privé? Je ne connais pas le monde privé, il y a certainement des choses à faire. Eh ben, je mis un pied dedans, et puis je suis parti à la découverte. Passage donc chez Ineo, filiale d'Engie. Et c'est à ce moment-là, entre guillemets, que celui qui a fait des lettres et qui a fait Saint-Cyr commence à se connecter réellement à cet univers de la tech. Parce qu'il y a bien un moment donné, même si vous avez travaillé, et vous travaillez avec des spécialistes et des ingénieurs, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a quand même un moment donné, il faut s'aguerrir. Il faut quand même partir à la conquête de cette technologie quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a la conquête de la technologie, ça c'est une chose. Et puis il y a la deuxième chose, c'est la conquête du monde de l'entreprise et des ressorts du monde de l'entreprise. C'est vrai. Quand on est au GIGN, on n'apprend pas à lire un bilan, on n'apprend pas à comprendre ce qu'est de la marge brute, de la marge nette. Autant de mots qui sont évidents pour un entrepreneur, qui ne le sont pas pour quelqu'un qui vient du monde public. La deuxième chose, c'est que la technologie... Moi, je ne suis pas là pour aller au fond de la technologie, mais pour comprendre comment la technologie peut résoudre des besoins. Mais je repose ma question, Thierry. Il y a un moment donné où il faut soit être accompagné, soit avoir un mentor qui vous accompagne.
on est guidé. C'est comme en haute montagne, on a parlé de montagne tout à l'heure, parfois on fait des sommets avec un guide. Heureusement. Et heureusement, qui vous accompagne là? Parce que c'est vrai qu'un bilan, un compte de résultats, des KPI, enfin tout ça c'est un jargon qui n'était pas dans votre jargon. Tout à fait. Là j'ai eu la chance, la vie est faite de chance aussi. Et de rencontres. C'est de rencontrer 2 personnes qui sont mes associés avec lesquels nous avons fondé Obvious. Alors il y en a un, il avait déjà une dizaine d'années d'expérience comme chef d'entreprise dans la sécurité électronique. Donc il connaissait parfaitement ce monde et la façon de gérer une entreprise. Le deuxième, lui, venait du monde du jeu vidéo. Du gaming. Du gaming. Et notre logiciel, OODA, pour Observe, Orient, Decide and Act, s'inspire des fondamentaux du jeu vidéo et du smartphone. C'est-à-dire, oubliez la techno, jouez, servez-vous de votre outil technologique sans vous préoccuper d'un mode d'emploi, 0 formation. Et c'est là où cette rencontre a été magique, c'est-à-dire qu'on a su construire une vraie équipe. Ça aussi, c'est la force. On revient au GIGN. On revient au GIGN. La force, c'est de construire une équipe avec des gens qui apportent chacun leur brique, qui peuvent s'entendre et qui ont fait que 1 + 1 + 1, ça fait plus que 3. Naoufal El Wali et Béranger Cabas, pour ne pas les citer, qui sont vos deux complices dans cette aventure. Je reviens à vous et à un parcours intérieur, parce que vous êtes dans l'action dans le GIGN, vous êtes dans un univers effectivement très protégé et au contact du danger, très éloigné en tout cas du monde de l'entreprise. À quel moment ça mature vraiment? À quel moment vous dites j'ai finalement l'âme de l'entrepreneur? Parce qu'il y a beaucoup de vos collègues du GIGN qui ne montent pas leur entreprise, qui continuent finalement à gérer la sécurité d'un grand groupe, qui restent dans leur domaine. Il y a une part de risque dans ce que vous faites quand même si on va revenir sur le logiciel, ça permet aussi de gérer des questions de sécurité. Mais quand même, il y a une part de risque. Et je pense que dès qu'on s'engage, il y a une part de risque. Clairement. Même celui qui part, qui quitte un univers qu'il connaît bien, par exemple l'univers de la gendarmerie, pour aller comme directeur sûreté d'un grand groupe, il y a une part de risque. Peut-être que ma part de risque est plus grande, parce qu'il y a plus de pans qui me sont inconnus. Mais quand on est bien entouré et qu'on a confiance dans ses associés, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai. On se sent rassuré en tout cas. On se sent rassuré. Et d'ailleurs, ça fait écho au GIGN parce que vous travaillez beaucoup en équipe. On n'est pas seul à agir, mais vous travaillez évidemment par petits groupes et avec des gens en qui on a confiance, parce que ça joue aussi beaucoup sur la confiance. Et on cumule les expertises. Observer, orienter, décider, agir, OODA. Il sert à quoi? Parce qu'on on voit que la technologie aujourd'hui joue un rôle très important dans la lutte contre la criminalité, pendant les conflits, on le voit aujourd'hui en Ukraine. Concrètement, c'était quoi votre idée? La philosophie de ce logiciel, on l'a compris dans son utilisation, utilisation très, très facile d'accès, mais l'esprit de ce logiciel, c'est quoi? Il sert à quoi? La philosophie, c'est quelque chose qui m'est très cher au cœur, même quand j'étais au GIGN, c'est la guerre du temps. C'est-à-dire lutter contre le temps qui s'écoule et éviter d'en perdre encore plus. Oui. Aujourd'hui, on a une chance, on a de plus en plus de capteurs qui vont vous donner de plus en plus de données d'information. Ouvertes. De tout type, que ce soit ouverte comme, si vous regardez la donnée ouverte de la RATP, Météo France, ou bien des données qui sont propriétaires, des caméras de vidéosurveillance, de la géolocalisation, tout ça, ça vous donne des éléments. Plus vous aurez d'informations, plus vous risquez de prendre de temps pour réfléchir, comprendre... Parce que trop d'informations. Parce que trop d'informations. Ce qui est le danger actuel, d'ailleurs. Voilà. Nous, notre équation, c'est de dire, on vous met tout ça en une seule interface qui est ludique, comme un jeu vidéo. Vous avez simplement une machine qui va vous aider à agréger et à fusionner plus rapidement des milliers, des centaines de milliers d'informations. Donc l'algorithme, si je parle à votre place, mais va aller chercher tout ce qui peut être attrapé. Tout à fait. Et centraliser. Alors déjà, on va remonter toutes les familles de capteurs, par exemple la géolocalisation, les caméras. On va remonter tout ça dans une plateforme et on va faire qu'on ait une seule interface. Vous avez un seul écran sur lequel, comme sur un jeu vidéo, vous voyez en quasi-réalité votre espace. Et ce que vous voulez faire, vous le faites. Par exemple, de dire,
tiens, je veux que cette personne, il aille là. Ben, ce que je viens de faire, c'est ce qui se réalise. On veut simplement que la personne aille vers son intuition. C'est pour ça que ça s'appelle obvious, c'est évident. Faites ce qui vous semble évident. La technologie, vous l'oubliez. Concentrez-vous sur votre métier. Thierry, j'ai vu vos clients, parce que vous parliez de la RATP, mais parmi vos clients, il y a la RATP. Dans son utilisation pratique, parce qu'on a vu la philosophie, mais concrètement, il sert à quoi dans son utilisation pratique, vos clients, quand vous les rencontrez, ils vous disent, mais moi, j'en fais quoi de cet outil? Alors la première chose, c'est l'outil, il a la première fonction, c'est d'armer une salle de commandement et de contrôle. On est d'accord, donc on tourne pas loin du GIGN, là, quand même. Voilà, un peu, c'est la tour de contrôle. C'est la tour de contrôle, d'où on a une vision très globale de la situation, avec tous ces pions qu'on peut bouger, un peu, si vous vous rappelez... ces fameux films où vous voyez la bataille d'Angleterre, les gens avec un râteau qui bougent des avions. Exact. Voilà. Sur une grande table. Nous, c'est cette version-là en 3.0. Et la deuxième chose, c'est que ce logiciel qui est dans la tour de contrôle, il faut que sur le terrain, les gens qui sont les acteurs, ceux qui vont vraiment agir sur le terrain, comprennent ce qu'on attend d'eux, comme dans un film. Ils comprennent vraiment le scénario, le rôle qu'ils jouent et le rôle des autres. Ça veut dire qu'ils sont connectés? Comment ça marche? Ils sont connectés sur leur smartphone, sur leur tablette. On a fait le logiciel adapté sur le smartphone et adapté sur une tablette. Ça veut dire que des acteurs, je pense à la RATP, mais il y a d'autres enjeux évidemment, des grandes expos, j'ai vu qu'il y avait Dubaï en 2020, mais je pense à la RATP, ça veut dire que les acteurs qui sont dans les rames, qui sont sur le terrain, sont reliés à un central qui va pouvoir les guider. Pourquoi? Mener des actions de sécurité pour tous les agents de sécurité, par exemple? Alors, à la fois, on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais ce quelqu'un peut aussi remonter de l'information. Bien sûr. Il est là, il voit quelque chose, il prend une photo, il prend un film, il remonte, il déclenche un type d'alarme en disant là, il y a une agression, il y a un incendie. Ça arrive au PC central. Ça arrive au PC central, et au PC central, on le laisse lui s'occuper du problème, et on va immédiatement lui apporter de l'aide. L'aide, les gens qui arrivent comprennent ce qui se passe et arriveront plus rapidement, mieux préparés. Elle faisait comment avant la RATP? Parce qu'on voit quand même assez régulièrement des reportages, on voit les salles de contrôle avec une 50aine d'écrans. Je pense qu'ils sont des centres de contrôle sous les gares notamment. Comment elle faisait avant que Obvious arrive? Tout le monde jusqu'à présent a des salles de contrôle dans lesquelles on va localiser, et après, de manière assez compliquée, on va déplacer. Nous, notre sujet, c'était de dire, imaginez que vous ayez plusieurs cibles qui se déplacent, et vous-même, vous avez plusieurs pions à déplacer. Exact. Ça devient très compliqué. Donc il faut bien qu'on vous aide. Et c'est ce en quoi notre technologie va aider les gens à résoudre de l'incident le plus simple, envoyer une personne d'un point A à un point B, et aussi le cas que je vous ai dit, avec plusieurs cibles qui bougent dans un grand espace, et vous-même, vous devez faire bouger beaucoup de pions. Par exemple, sur tout Paris. Bien sûr, et ça c'est très intéressant parce qu'auparavant, je pense aux agents de la RATP, notamment agents de sécurité ou d'entretien d'ailleurs, ils avaient que leur téléphone portable avec des SMS qui passent une fois sur deux. On est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors aujourd'hui, hors RATP, pour les gens qui se servent de notre produit, on voit qu'ils peuvent savoir que, par exemple, au coin de l'immeuble, il y a leur collègue qui se trouve là. Donc aujourd'hui, ils deviennent plus conscients de l'environnement. Bien sûr. Et de la place qu'ils jouent dans le scénario global. Et ce, en temps réel. Vous, la projection commerciale, parce qu'on a bien compris que vous aviez quitté le GIGN, on est d'accord, vous allez pas revenir au GIGN, vous ne regrettez pas le GIGN, vous avez des petits moments comme ça de nostalgie, on va retrouver ses anciens collègues. J'imagine que vous faites ça, vous allez retrouver les anciens pour parler du bon temps. Tout à fait. On retourne au GIGN parce qu'il y a une fraternité d'armes, et je retourne de temps en temps au GIGN, je retrouve les jeunes qui continuent à porter le flambeau et le portent plus. La relève, comme on dit. Mais vous savez, quand on est au GIGN, on sait qu'à un moment, on doit en partir. Une fois qu'on a tourné la page, on a des beaux souvenirs, mais on ne retourne pas en arrière. On peut avancer dans le futur, mais on ne peut pas retourner en arrière. Donc, avant de nous quitter, vous êtes satisfait et heureux du choix que vous avez fait, ce choix de vie, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va basculer et quitter le GIGN, on a le pincement au cœur, on a de la nostalgie, et on n'est pas sûr de faire le bon choix. Est-ce que vous dites, oui, j'ai fait le bon choix? Certainement.
Certainement. Je pense que j'ai fait le bon choix parce que ce que je fais est passionnant, ce que je fais est créatif, et puis on le voit aussi dans le regard de l'utilisateur. Quand quelqu'un dit « votre projet, vraiment, c'est formidable, on adore », là, on sent qu'on a construit quelque chose et qu'on avance et qu'on prend une dimension qu'on n'imaginait pas au départ. Merci Thierry Roscoe d'être venu nous parler de votre parcours, qui est un parcours assez exemplaire, faut-il le rappeler. Ancien patron du GIGN de 2011 à 2014, 15 ans de votre vie consacrée au GIGN et la moitié de votre vie d'ailleurs consacrée à la gendarmerie et donc à l'armée, puisque les gendarmes sont des militaires. Ce livre, GIGN Red, et puis Obvious Technology, qui est un projet global, une logistique et une invention incroyable à gérer très simplement, qui se gère avec la plus grande simplicité, parce que vous y tenez beaucoup, parce qu'il y a l'esprit gaming aussi dans l'un de vos associés. Merci d'être venu nous rendre visite, Thierry Roscoe. Et on tourne une page, on va s'intéresser maintenant à Fenêtre sur l'emploi, avec une entreprise qui aide les petites et moyennes entreprises. On en parle. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, des TPE, des PME qui parfois cherchent des compétences, mais ne peuvent pas l'acheter en temps plein, je mets des guillemets, avec des CDI. Et bien justement, des entreprises se proposent de leur apporter cette compétence. On va en parler avec Fabien Maouas. Bonjour Fabien. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, cofondateur de User Love It, Youlit. Alors, il vient d'où ce nom User Love It ? C'est simple. Moi, j'ai une longue expérience dans la vente. Je travaille avec plusieurs sociétés américaines, anglaises et françaises dans le domaine de l'encaissement. Et une fois, il y a un patron d'une grande société qui me dit « Monsieur Maouas, votre logiciel est un irritant ». Ah, le fameux irritant. Il est irritant et il faut trouver une solution. Et quand les métiers demandent une fonctionnalité, ça prend entre 1 an et 1 an et demi pour installer cette fonctionnalité. Donc, quand j'ai créé l'entreprise avec mon partenaire Emmanuel de Saint-Ignan en 2015, on voulait vraiment créer un logiciel où la décision, et ce sont les gens du métier, quand ils veulent une fonctionnalité, ils l'ont tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a dit « users love it ». Il faut que vraiment le métier dirige les entreprises et non pas limité par la technologie. Concrètement, vous permettez, parce que c'est quand même la promesse de User Love It, de permettre à des TPE, des PME de pouvoir se doter de compétences qu'elles ne pourraient pas se payer si elles voulaient recruter quelqu'un. D'abord, recrutement qui coûte cher, et parfois on ne trouve pas la compétence et on n'en a pas les moyens. C'est bien ça. Exactement. C'est que quand on a créé l'entreprise en 2015, on a commencé par tout ce qui est négociation commerciale. Il faut savoir que le montant des négos en France est autour de 30 milliards d'euros. Il y a entre 6 et 7 milliards qui sont en risque. Pourquoi ? Parce que les process, que ce soit dans les grandes entreprises ou les petites, les entreprises de CAC 40, parce que les process, ils ne sont pas fluides. Ils sont pas, ça veut dire, vous faites une négociation, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de la facturation, au niveau des provisions. Donc nous, on a créé une solution pour la grande distribution qui couvre tous ces process-là. Donc je gère mes contrats, mes conditions, les promos, l'assortiment. Et en 2019, on a lancé une plateforme entre les industriels et la grande distribution pour pouvoir échanger ces données d'une manière transparente et fluide. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des négociations régulières en février en général entre les industriels et la grande distrib. Ça se passe souvent très mal parce qu'on tire les prix à la baisse. Ça commence en septembre, mais ça se clôt en février. C'est ça. Et qu'est-ce que vous apportez là comme service ? C'est ça. Avant 2020, on va dire, il y avait les industriels changeaient le prix une seule fois et les négos se terminent le 28 février. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, c'est que les industriels augmentent les prix tous les mois. Et les négos, ils ne s'arrêtent plus. Donc, ils sont toujours en négociation, ils sont toujours en hausse tarifaire, et les outils d'hier ne peuvent pas suivre les enjeux. Donc, vous, votre métier, c'est d'adapter ces process. Exactement, et de les fluidifier, de l'automatiser. Je vous donne un exemple pour les petits PME. Il y a 4 ans, on a visité une petite PME. Du non, moi, avec Excel, ça me suffit. Je fais ma dégrade tarifaire parce que, si vous voulez, la marge n'est pas prix d'achat moins prix de vente. La marge, c'est
le prix de vente moins tous les conditions qui sont derrière. Oui, on parle du 3 net, 4 net, etc. Et chaque client, il est différent. Donc, et on connaît la dureté de la grande distribution. Et les négociations, etc. Donc quand vous avez une seule hausse tarifaire par an, ça va. On l'intègre sur Excel. Et c'est fait. Mais quand vous en avez tous les mois, le directeur commercial me dit « je ne peux plus rester jusqu'à 2 heures du matin tous les jours et mes commerciaux, ils n'en peuvent plus. Et j'ai des démissions à cause de ça. » Donc, nous, on a donné à ces PME les mêmes outils quand la grande distribution, ça veut dire la même solution fonctionne chez la grande distribution que chez les petites PME, pour qu'eux, ils puissent vraiment se focaliser sur le process métier et non pas sur je veux compiler l'Excel, je veux voir qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire que tout de suite, ils vont vers les enjeux. D'où les PME deviennent des PME durables. Parce qu'ils peuvent voir quels produits j'ai plus de marge, quel produit qui ne fonctionne pas pour que je le sorte, etc. Donc vous dites aussi que vous leur apportez aussi un tableau de bord, une visibilité qui leur permet de savoir quels sont les produits sur lesquels ils vont gagner, exactement, les produits qu'ils vont abandonner. Et vous dites quoi, ça les remet à la bonne hauteur par rapport à la grande distribution, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour des PME. Exactement. Et même là, on parle des outils, mais quand vous prenez les promos, parce qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus des promos. Les têtes de gondole et les promos. Les têtes de gondole, les promos, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait cette visibilité et la manière de décider le plus rapidement. C'est celui qui gagne, c'est celui qui va réagir le plus rapidement possible. Là, vous dites des augmentations pour les industriels. On le voit évidemment avec la crise de l'inflation. On voit que les prix ont progressé de 30-40%. Ça veut dire que chaque entreprise va devoir indexer l'augmentation de ses prix. Et vous dites que les commerciaux, ils s'arrachent la tête à devoir rentrer à la main, ligne par ligne de produits. C'est ça que vous dites? Exactement. Ben, c'est ça. ça. Je vous donne, nous, on travaille par exemple avec des fabricants de vin. Le prix de verre a augmenté. Le prix de carton a augmenté, le prix des bouchons a augmenté, mais quand le bouchon il augmente, c'est de 60%, ils n'augmentent pas de 2%. Donc tout ça doit être évidemment... Tout ça, il est rentré à la main produit par produit. Quand vous avez 500 produits, 600 produits, avec toute la dégrade tarifaire derrière, vous en sortez pas. Votre technologie, c'est quoi? C'est un produit tech pur sucre qui permet de le faire, de plus le faire à la main. Comment on fait concrètement pour conclure? C'est que comme nous, on a les contrats avec toutes les conditions. D'accord. Par exemple, j'ai un client qui est Carrefour, j'ai un client qui est Intermarché, un client qui est Leclerc. Je rentre une seule fois mon tarif et le système, il vous calcule automatiquement votre marge net en fonction des volumes que vous faites, ce qu'on appelle la hausse tarifaire. Alors donc, moi, je suis industriel. J'ai mon tableau Excel, je le charge sur la plateforme fournisseur de mon client. Et votre plateforme fait évoluer évidemment ses prix avec les tensions, évidemment, parce exactement, que c'est un enjeu fort pour l'industriel. S'il ne fait pas évoluer ses prix, sa boîte, elle coule. C'est ça. Et puis, il faut qu'il connaisse sa marge, le positionnement de son produit par rapport à la concurrence, par rapport à la marque propre aujourd'hui, parce que tous la grande distribution, ils vont avoir leur marque propre, etc. Merci Fabien Mawaz d'être venu nous éclairer, parce que c'est un sujet très technique qu'on ne voit pas, mais qui a une très grande utilité. C'est ça, où est la rentabilité de la grande distribution et des industriels. Vraiment, on travaille sur leur rentabilité. Exactement, et vous remettez à la bonne hauteur des PME, voire même parfois des TPE qui se sentent évidemment en très grande difficulté face à des mastodontes. Merci de nous avoir rendu visite, cofondateur de User Love It, Youlit. Merci d'être venu sur le plateau. L'émission est terminée, mais on se retrouvera évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci à tous les invités évidemment qui viennent sur ce plateau. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat que je n'oublie pas. Merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. Bye bye, à demain.